je vais juste prendre quelques secondes de mon temps pour vous remercier le comité organisateur de nous avoir invités, moi et ma collègue Christina, ma collègue de travail, de venir se déplacer outre-Atlantique pour venir faire nos présentations aujourd'hui et demain. Alors, on remercie beaucoup. Et puis donc, moi, je vais vous parler brièvement de transplantation de grands arbres. Donc, on m'avait dit que c'était un sujet qu'on voulait que je traite. Alors, donc, c'est sûr que la transplantation des grands arbres, ça ne date pas d'hier. On m'a même transmis des photos qui viennent des États-Unis, ici d'Europe, d'Allemagne, qui datent du siècle passé. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on fait ça. Et puis même que j'ai déjà entendu dire que même à l'époque de certains de vos grands rois, lorsqu'ils emménageaient leur château, ils ont même planté des grands arbres. Alors, dans le domaine de la transplantation, en fait, il n'y a pas de limite. On peut même planter des arbres qui ont 250 cm de diamètre de tronc, c'est-à-dire 800 cm de circonférence. Donc, là-dessus, c'est simplement une question de moyens. Les facteurs qui font qu'on va avoir une réussite, c'est que d'abord, ça prend une excellente évaluation des conditions du projet. Il y a beaucoup de facteurs, je vais faire le tour après. Ça prend aussi d'excellentes connaissances dans le domaine du génie construction, parce que déplacer des gros arbres, c'est des grands travaux, c'est comme déplacer des bâtiments. Donc, il faut connaître l'emploi, quel type de machinerie, les méthodes pour soulever des grosses charges, etc. Donc, il faut avoir des connaissances dans ces domaines-là. Ça prend aussi une grande capacité d'analyse et de jugement, puis une prise de décision rapide. Souvent, nous, même si on planifie, on essaie de tout planifier, il y a toujours au moment où est-ce qu'on fait le façonnage de la motte pour l'extraire du sol, de ces grands arbres-là, il y a souvent des surprises en creusant et il faut pouvoir réagir rapidement. Donc, il faut pouvoir analyser les choses et déterminer est-ce qu'on est toujours en situation de faisabilité ou pas, avec des bonnes chances de succès. Également, nous, ce qu'on a remarqué avec notre expérience, c'est que ça prend une collaboration très étroite entre les professionnels comme nous et les entrepreneurs généraux qui font les travaux. Ces gens-là, ils ont aussi une grosse expérience pratique, il faut travailler ensemble, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'au Canada, plus aux États-Unis, mais moi au Canada, il y a très peu de professionnels, tout comme d'entrepreneurs, qui sont capables de faire ce type de travaux-là. Donc, il faut pouvoir travailler ensemble, puis nous, on doit leur enseigner souvent comment procéder. On encadre des travaux, mais eux aussi apprennent. Et surtout, ce qui est le plus important, compte tenu des investissements importants que ça implique, puis des grands chantiers comme ça, il faut absolument avoir un entretien post-transplantation qui est très important. Il faut bien comprendre que lorsqu'on déplace des grands arbres, souvent on laisse au moins 70 % du système racinaire en place. Donc, avec la motte, on a un système racinaire restreint. Donc, ça veut dire particulièrement des arrosages sur plusieurs années, de façon régulière, jusqu'à temps que le système racinaire se rétablisse. Et on peut parler souvent de l'ordre d'une décennie et même plus. Mais, bien entendu, si toutes les choses sont faites correctement, le taux de succès est minimalement de 90 % et même, on peut dire, 98 %. Mais dans ce domaine-là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il faut absolument tout faire les choses correctement. On a un taux de succès très élevé. Moindrement qu'on néglige quelques facteurs, souvent on tombe à 30 % au moins. En fait, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, lorsqu'on a des clients qui veulent commencer à vouloir couper dans les procédures, les opérations, ces choses-là, nous on dit, mais faites-vous une raison, là, vous êtes aussi bien tout de suite les couper. Là, il y a une grosse étape qui est importante des prérequis, c'est dans l'étape de la planification des travaux. Il faut d'abord, bien entendu, avoir une connaissance approfondie des arbres, particulièrement au niveau des espèces. Quels sont leurs besoins? Parce que ceux qu'on les prend d'un environnement, on les amène vers un nouvel environnement. Est-ce que cet environnement-là va être adapté? Aussi, la santé des arbres, comme je le disais, on se trouve à laisser une forte proportion de racines en place. Donc, ça nous prend des arbres qui sont quand même déjà au départ, qui sont de très bonnes à excellentes conditions de santé. Un arbre qui est moindrement en mauvaise condition de santé, c'est souvent source d'échec. Il faut aussi avoir des connaissances sur le type de système racinaire. Comme on l'a vu, dépendant comment ça s'est enraciné, bien, ça va souvent même avoir une influence sur le type, la méthode qu'on va s'y prendre pour faire façonner nos mottes.
Si on a des racines d'ancrage qui sont très profondes ou s'ils sont près de la surface, ce n'est pas les mêmes méthodes. Il y a aussi qu'il faut tenir compte aussi du degré de sensibilité à la transplantation. C'est des facteurs qui sont quand même aussi importants. Je pense notamment qu'il y a des espèces que nous, comme par exemple, par expérience au Canada, on sait que le peuplier, pourtant, c'est une espèce qui quand même pousse vite, qui est très tolérante, mais si ces arbres-là, on les déplace à l'automne, c'est un échec. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on a observé. Tandis que si on les déplace au printemps, ça fonctionne. Il y en a d'autres qui vont accepter d'être déplacés en automne, en saison, lorsqu'ils n'ont plus de feuilles. Donc, il faut tenir compte aussi du degré de sensibilité pour savoir aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a aussi ce qui est bien important dans les prérequis, c'est souvent ça qui va nous mener de dire on peut le faire ou pas, ou qui va faire que c'est une réussite ou un échec. Il faut tenir compte d'un paquet de contraintes aux opérations. Il faut d'abord prendre en compte ce que j'appelle l'ensemble des contraintes souterraines. Souvent, en milieu urbain, on a déjà des conduits, d'égouts, d'aqueducs, des massifs électriques, de conduits électriques, des tuyaux de gaz. Donc, est-ce qu'on peut interrompre ces services-là ou on ne peut pas y toucher? Donc, souvent, ça peut faire qu'on doit refuser la transplantation. Dans les contraintes souterraines aussi, souvent, il faut tenir compte aussi, là, je mets ça un peu, entre guillemets, il faut tenir compte aussi du type de sol. Quelle est sa composition? Si j'ai des sols qui sont très friables, bien, dépendant du type de méthode que je vais utiliser, peut-être ça va devenir impossible. Si j'ai la présence de grosses pierres, souvent c'est des remblais qui ont été faits par le passé, ça peut faire en sorte qu'on n'est pas capable, par exemple, de faire des forages dans la partie inférieure de la motte pour pouvoir insérer tout un système de poutres pour pouvoir assurer le soulèvement de l'arbre. C'est toutes des choses qu'il faut connaître au niveau souterrain. Souvent, les plans sont incomplets et la meilleure recommandation que nous, on s'est rendu compte, il faut faire des sondages géotechniques, des puits d'exploration. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça ici, mais d'excaver un trou d'environ 1 mètre par 1 mètre, puis même descendre au besoin 2 à 3 mètres de profond. On le fait juste à la périphérie externe de la future motte, sur 2 puis même 4 côtés, pour voir quelle est la nature du sol. Parce que c'est souvent là que ça va faire que c'est celui-là, même souvent, c'est le facteur qui a le plus grand, je dirais, le facteur de droit de veto qui va faire, il y a encore une possibilité de le faire ou ça ne se fait plus. Donc ça, c'est souvent, c'est un petit investissement, mais il fait une grosse différence. Il faut tenir compte aussi des contraintes aériennes. Déplacer des grands arbres, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un arbre de 60 cm, ma motte a 6 mètres de diamètre. Si je dois l'embarquer, même couché sur le côté, sur un fardier, multi-essieux, est-ce que j'ai des fils aériens? Nous, les fils aériens sont à 4,50 m au-dessus des routes. Donc, ça peut me poser un problème. Est-ce que j'ai aussi, c'est des choses, est-ce que j'ai aussi une accessibilité pour installer des grues qui ont une capacité de levage importante pour pouvoir la déployer, cette grue-là? J'ai déjà eu des projets qu'on ne pouvait pas parce qu'on avait un tunnel en dessous. Entre 2 édifices, il y avait un passage, un tunnel piétonnier. Il n'y avait pas la capacité de charge pour supporter ça, une grue de 800 tonnes de capacité de levage. C'est des exemples de contraintes. Aussi, il faut penser, bien, on passe dans les rues, je passe avec un arbre couché au debout, les cimes des autres arbres vont-tu gêner? On a eu des cas, bien là, on leur a dit, écoutez, il va falloir se mettre à raser latéralement les cimes des arbres de chaque côté. Tout ça pour déplacer 1 ou 2 arbres. Est-ce que c'était intéressant? Pas sûr dans un parc, un milieu naturel où est-ce que justement on appréciait l'espèce de canopée qui était fermée. C'est toutes sortes de choses qu'il faut imaginer. Il faut imaginer toute l'opération, puis voir partout tout le long les contraintes possibles, analyser ça correctement. Il y a aussi, nous, on a souvent aussi des questions d'archéologique, les contraintes. Lorsque le ministère de la Culture dit qu'un site il y a une valeur archéologique, bien, il refuse qu'on déplace, par exemple, un ancien cimetière, les arbres, et l'exporter à dehors du site, parce qu'il dit qu'on va faire de l'exportation d'éléments à valeur archéologique. Donc, ça peut être des contraintes. L'accessibilité, comme je disais, à la machinerie lourde. Si je ne peux pas l'amener, ces grosses opérations-là, ça devient impossible. Il y a aussi, on va prendre en compte la masse de l'arbre. Un arbre, comme vous le savez sans doute, le bois, même s'il a un très fort diamètre, c'est quelques tonnes. La cime, le bois, les branches. Sauf que la motte de terre, c'est lourd. On parle d'environ 2 tonnes à 2,5 tonnes au mètre cube lorsque c'est à saturation en eau. Fait que c'est pas long que les mottes souvent peuvent peser plusieurs dizaines et même dépasser les 100 tonnes de charge. Donc, ça devient une contrainte très importante, entre autres pour la capacité portante des chemins, parce que notamment, nous, au Québec, à Montréal, on a un hiver qui dure un certain temps. Le gel descend jusqu'à 1,2, 1,4 mètres.
Ça veut dire qu'au printemps, quand la neige fond, en l'espace d'un mois, les sols, même sous la fondation des routes, sont saturés en eau, les routes perdent leur capacité de charge. Le camionnage, le transport doit baisser ses charges d'un tiers à même la moitié pendant 4 à 6 semaines de temps. Mais sauf que c'est la période au mois d'avril qu'on a la fonte des neiges et mai, où est-ce qu'on n'a pas encore la feuillaison qui a commencé. Ça serait une bonne période, mais là, on a une restriction d'opération qui est majeure pour le déplacement. Donc, il faut prendre ces choses-là en compte. Il y a aussi les contaminants. Nous, le ministère de l'Environnement ne permettra pas qu'on déplace, si les arbres, souvent dans les milieux urbains, sont dans des sols contaminés, mais quand il y a un certain niveau de contaminant qui est trop élevé, si l'arbre était là, puis je l'amène dans un lieu qui est moins contaminé, comme un parc qui est plus naturel, le ministère de l'Environnement ne l'acceptera pas en vertu de la réglementation. Donc, ça devient tous des facteurs qui sont importants. Il faut vraiment penser l'ensemble du projet, puis faire le tour au complet. Ça, c'est des exemples de contraintes qui ont fait que, par exemple, une grosse pierre sous une motte, bien là, ça a déformé la motte. Ça s'est défait. En haut à droite, un sol friable, on s'est retrouvé qu'on n'avait pas eu, il n'avait pas accepté qu'on fasse des puits d'exploration au départ. Quand on a creusé faire la mise en motte, surprise, en fait, il n'y avait pas un plan, mais on était entièrement avec de la pierre concassée. Bien, tout s'est affaissé. Ils ont dit, tentez-les quand même, la Ville de Montréal. On a dit, écoutez, c'est comme du suicide. Bien, c'est un peu ça qui est arrivé. La motte s'est affaissée qu'on l'a chargée. Fait que aussi, on peut avoir en bas une présence d'un tuyau qui peut justement aussi créer un obstacle. Comment est-ce qu'on fait pour contourner ça, ou si c'est possible, ou si ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas nos excavations préparatoires, nos puits d'exploration au départ. On a un paquet de surprises souvent. Ça, c'est des exemples qui nous ont posé des gros problèmes. Habituellement, les méthodes de transplantation, si je fais le tour rapidement, la règle de base qu'on dit, c'est le diamètre de la motte doit minimalement correspondre à 10 fois le diamètre du tronc, mesuré au DHP. Ça, c'est de façon normale. Mais quand j'ai des espèces qui sont très sensibles ou un chêne qui est beaucoup plus fragile, qui est à faible croissance, on peut même aller des fois jusqu'à 15 fois le diamètre du tronc. Et puis, dans les différentes techniques qu'on a, bien, c'est sûr, je ne sais pas si ça existe ici, des arracheuses mécaniques, je suppose que oui. Donc, si j'avance juste rapidement, excusez, ici, je vais revenir après. Donc, au Canada, les plus grosses arracheuses nous permettent de sortir des arbres d'environ 25 cm de diamètre de tronc. Aux États-Unis, eux, ils ont des engins qui sont faits sur mesure, ils peuvent aller jusqu'à 45 cm de diamètre de tronc. Donc, ça veut dire une motte qui va sortir 4,50 m à 5 m de diamètre. Sinon, bien, quand on a des arbres beaucoup plus gros, de l'ordre du 60, 75, 100 cm et plus, bien là, à ce moment-là, on parle de façonnage manuel de la motte, puis c'est toute la construction d'une motte, soit avec un système d'emballage, puis de cordage, ou encore des mottes avec des caisses en bois, en acier, pour pouvoir déplacer ces arbres-là. Si je regarde ça un peu plus en détail, l'arracheuse mécanique, là, c'est une petite erreur au Canada. Comme je disais, c'est environ 2,5 mètres, les plus grosses qu'on a disponibles. Mais aux États-Unis, on parle d'arrachage jusqu'à 5 mètres de diamètre. C'est sûr qu'à l'arrachage mécanique, c'est quand même limité par les dimensions de l'arbre. Le diamètre du tronc d'abord, bien entendu, par rapport à l'arracheuse, mais il y a aussi souvent une question de diamètre et de hauteur de la couronne. Ces arracheuses-là, lorsqu'on arrive autour, les piles hydrauliques ont quand même une certaine hauteur. Et puis, comme par exemple, je pense à des pommettiers. Bien, les pommettiers, comme vous le savez, décoratifs, il y a une couronne qui est très basse et très large. Donc, si je veux essayer de faire passer les piles hydrauliques, il faut tout que je fasse un relèvement de couronne, ce qui fait qu'il ne me reste rien que le sommet, puis l'arbre va avoir l'air d'un peu d'une tête de brocoli. Bien, c'est pas sûr que c'était une bonne idée, finalement. Donc, c'est des choses ça devient des contraintes, des limites de restriction aussi. Comme je parlais également, bien, c'est sûr que l'arracheuse, même si c'est des piles hydrauliques avec des vis, souvent ça descend avec un système de vis, je vais vous les montrer après, il faut avoir quand même une absence de contraintes souterraines ou d'obstacles au sol. Les grosses pierres, même une pelle hydraulique, il y a une limite à ce qu'elle peut capable de sa capacité de s'enfoncer. Donc, il y a aussi des câbles souterrains, aériens, bornes fontaines à proximité, tuyaux, etc., comme toujours. Il y a souvent aussi une question d'accessibilité. Ces grosses arracheuses-là sont montées sur des camions, souvent des camions 3 essieux, des 10 roues qu'on appelle nous. On est capable de l'amener ce camion-là sur place. Des fois, les arbres sont dans des cours arrière où on n'a pas l'accessibilité. Ça devient des problèmes. C'est sûr que l'arracheuse mécanique, ça reste une méthode qui est peu dispendieuse et qui est surtout très rapide.
Le coût d'opération, dépendant après ça sur quelle distance on va le transporter, c'est souvent de l'ordre d'environ une demi-heure à maximum 2 heures par arbre. Extrait, transporté, puis si on ajoute la plantation finale, dépendant de la grosseur de l'arbre, c'est encore 1 ou 2 heures de travaux. Donc, c'est sûr, c'est très rapide comme méthode. Les coûts moyens, bien, on estime que c'est environ, nous, je l'ai converti en euros, mais nous, au Canada, c'est environ, ça oscille entre 700 et 1400 euros par arbre. Donc, on parle quand même d'un coût qui est quand même pas si dispendieux. Bien, c'est un peu l'exemple, justement, d'arracheuses mécaniques qui sont montées sur camion, et puis elles se placent autour de l'arbre, puis ensuite, elles descendent ses pelles hydrauliques pour l'extraire avec la motte. Si maintenant, je parle de la question, pour les plus gros arbres, bien là, à ce moment-là, on parle de façonnage manuel de la motte, c'est-à-dire c'est un découpage manuel, donc souvent, on va excaver un peu plus large que la motte avec une petite excavatrice, puis ensuite, on va faire tout le taillage à la main avec des pelles, puis on va couper toutes les racines au fur et à mesure comme ça, puis on va tout faire le découpage exactement de la forme qu'on a besoin. C'est sûr, comme je dis, il n'y a aucune limite de dimension d'arbre ou de motte dans ce domaine-là. Les Américains ils déplacent 250 cm de diamètre. Puis je sais qu'il y a des entreprises américaines qui font ça en quantité, très grosse quantité. Il y a des grosses sociétés américaines qui en font comme ça plusieurs centaines par année. C'est sûr que le façonnage manuel, jusqu'à un certain point, c'est adaptable par rapport aux contraintes. Si on a des contraintes au niveau du sous-sol particulièrement, mais il y a des limites aussi. Dans ce domaine-là, par contre, ça prend, comme on peut s'en douter, une grande expertise de la part, puis de l'expérience, autant de la part des professionnels normalement que des entrepreneurs. Donc, il faut connaître ce type de travaux-là. C'est une méthode, ceci étant dit, qui est très dispendieuse et qui est très longue d'exécution. On parle de temps d'opération pour déplacer un seul arbre, de 2 à 5 jours de travaux d'exécution. On parle de le coût moyen que nous, on connaît au Canada. Notre expérience nous a montré, c'est de 700 à 1400 euros par centimètre de diamètre de tronc. Fait que si vous avez un arbre de 100 cm, on peut parler de 140 000 euros unitaires déplacer ça. Souvent, ces travaux-là, planifier ça pour nous, on peut parler d'un 50, 100, 200 heures de service professionnel pour évaluer les contraintes en réunion de coordination avec l'équipe de projet, parce que souvent c'est fait dans le cadre de travaux de génie civil ou de construction de bâtiments, de préparer le cahier des charges et surtout tous les plans détaillés, parce que les entrepreneurs ne connaissent pas ce type de travaux-là. Mais il faut leur expliquer ce genre d'opération-là. C'est long à planifier. Donc, c'est sûr, même en service professionnel, c'est des gros coûts. On peut facilement sortir, nous, l'équivalent de 40 à 80 000 euros là, en service dans ce domaine-là, quand on est rendu à ces grosses étapes-là. Et un peu plus en détail, dépendant des mottes avec façonnage manuel, soit qu'on y va avec un système qu'on appelle une motte ronde, c'est-à-dire c'est comme une demi-sphère inversée, finalement, c'est le principe d'une clé de voûte, mais qu'on inverse. Cette motte-là, ceci étant dit, souvent est beaucoup plus haute, puis l'excavation, parce que l'excavation est plus profonde. Par exemple, pour une motte qui aurait environ 4 mètres à 5 mètres 50 de diamètre, bien, la hauteur de la motte, pour bâtir la clé de voûte, nos calculs de charge qu'on a, bien, on parle d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. Donc, c'est de l'excavation à forte profondeur. Parce que d'autant plus que ces mottes-là, donc c'est sûr que, puis ensuite on l'emballe de toile de jute, puis tout un système de cordage que je vais vous montrer, le système d'emballage, ce qui fait que la motte, c'est comme si elle est en forme de cône comme ça, mais on doit reprendre les charges pour le soulever par le dessus de la motte. Parce que quand on construit la motte, on n'a pas de fond en dessous. Donc, si la motte, par exemple, aurait, bon, je vais donner un exemple très simple, disons 10 mètres de diamètre, bien, le dessous, le fond, le dernier 4 mètres, il n'y a aucun fond qui est construit. C'est quand on va faire bouger le tronc avec la grue un peu latéralement, on va arriver à créer un plan de fissure pour tout soulever ça, mais qui se tient en serrant par les côtés, jusqu'à temps qu'on le sorte de la fosse, pour ensuite pouvoir bâtir un fond à cette motte-là pour l'embarquer en mode de transport. Donc, c'est sûr que ça implique, ce type de méthode-là, absolument une très forte cohésion du sol. C'est là aussi l'intérêt de nos fameux puits d'exploration. Ça veut dire forte cohésion du sol, ça veut dire qu'on a besoin d'argile, une forte proportion en argile, et souvent peu de gros blocs de pierre. Si on a des gros blocs, ça pose de la pierre peut en avoir, mais il ne faut pas avoir de gros blocs.
Ça, c'est des exemples justement de travaux qui ont été faits. Donc, on parle en haut à gauche, on voit le découpage tout manuel de la motte. En bas, complètement, bien, on voit une fois tout le système de cordage, d'emballage et de cordage qui est tressé. Et puis, l'emballage de plastique, lui, c'est pour garder l'humidité lors du transport sur une grande distance. Dans ce cas-là, c'était des arbres qu'on avait transportés de la région de Toronto vers Montréal. Donc, ça voulait dire à peu près 6 heures de route. Et puis, oui. Puis après ça, bien entendu, bien, ça nous prend des grues avec une forte capacité de levage. Dépendant de la portée, une grue, elle peut lever 800 tonnes, mais 800 tonnes, c'est quand elle est très près d'elle. Moindrement qu'on augmente la flèche, qu'on diminue l'angle, que l'angle est de plus en plus incliné, les charges descendent très rapidement. Il y a déjà eu un projet qu'on s'est retrouvé finalement, même avec une grue de 1600 tonnes, ce qui existait de plus gros au monde, c'était impossible à lever. Même avec cette portée-là, une grue de 1600 tonnes. Fait qu'il y a des fois, on a des contraintes énormes. Puis, bien, ce que j'ai mis au centre en haut, bien, c'est un exemple justement de ce qu'on a dans des plans, le type de tressage, comment tout leur expliquer, comment mettre les cordes principales, secondaires, comment faire le serrage, à quel espacement, ces choses-là. Il faut tout expliquer ça dans nos plans. Parce que les entrepreneurs, chez nous, mais peut-être chez vous aussi, ils soumissionnent d'abord avec les plans et non pas le cahier des charges. Ils ont besoin de voir c'est quoi les travaux qu'on leur exige. Si on y va maintenant avec autrement, si ce n'est pas une motte ronde, on peut aller encore façonnage manuel avec des mottes qu'on appelle carrées, entre guillemets, mais elles peuvent aussi être rectangulaires. C'est des mottes qui sont moins hautes parce qu'on va faire une excavation qui est moins profonde. Oui, je vais abréger. 2 minutes. Donc, c'est sûr que ces mottes-là, à ce moment-là, ce qu'il s'agit de faire, c'est qu'on va faire des forages par en dessous rapprochés pour pouvoir insérer soit des poutres en acier ou des madriers de bois. Puis on va tout prendre notre point pour la capacité de lavage par en dessous de la motte. Donc, on peut même se limiter seulement à 60 cm ou 1 mètre d'épaisseur. Puis on va lever ça par le dessus. Fait que c'est sûr que ça, dans les cas de sols qui ont moins de cohésion, ça peut être adapté, mais encore là, ça dépend des obstacles. Ça dépend aussi s'il n'y a pas des racines d'ancrage en plus profondes. S'il y en a plus profondes, ça va être impossible à lever parce que la racine va lutter contre nous pour lever. La grue est faite pour lever une charge statique, mais pas pour forcer contre une force. Elle ne peut pas lutter contre ça. Fait que ça ici, ça c'était un exemple qu'on avait fait il y a une dizaine d'années à la Place d'Armes à Montréal. Mais ici, ça c'est des exemples qu'il y a aux États-Unis avec des arbres, là, que je vous parle de fort calibre. Là. C'est des exemples comme ça, avec des fardiers multi-essieux. C'est du stock. C'est des gros projets. Eux, aux États-Unis, là, un arbre de 250 cm, j'ai l'impression qu'on ne peut même pas cette année s'ils dépensent $250 000 américains. Fait que ça, puis au centre, bien, j'ai montré des exemples de caisses qu'on a dessinées en bois avec tous des systèmes pour tout reprendre les charges. Maintenant, rapidement, il y a certainement des avantages et des inconvénients. C'est une question, c'est un débat. Même au sein de mon entreprise, entre nous, les professionnels, on n'a pas la même opinion des choses. Il y en a qui sont d'accord, puis d'autres pas d'accord, puis c'est tout à fait normal pour différentes raisons. Donc, si j'essaie quand même de regarder ça un petit peu, de faire le tour, c'est sûr que dans le cas d'arbres exceptionnels ou patrimoniaux, sans doute, on peut dire, ça vaut sans doute la peine si on n'a pas le choix. C'est sûr que maintenant, la conservation des arbres, c'est devenu un enjeu majeur. Moi, quand je vois dans la région de Montréal que maintenant, les élus politiques n'osent plus affronter l'opinion publique, l'odieux de dire s'ils font des travaux, puis il n'y a vraiment pas moyen de les conserver en place, bien, ils disent on va investir sa transplantation. Bien, moi, je pense qu'on a fait un gain. Ça veut dire que les arbres sont rendus importants. Ça, je pense que c'est un plus d'un point de vue comme ça. C'est sûr qu'à minimalement au moins, bien, on évite de perdre de la canopée. On maintient au moins cette canopée-là, mais c'est sûr qu'on la bouge ailleurs. Dans le cas, parmi les avantages, si c'est un endroit qui est déjà peuplé en arbres, puis c'est là que je vais amener l'arbre, le relocaliser à cet endroit-là, bien, c'est sûr que c'est un environnement de reprise qui est plus facile pour l'arbre. Le climat est plus frais, il y a moins de vent, il y a plus d'humidité dans le sol. Nous, on se rend compte quand même que c'est plus favorable pour la reprise post-transplantation. Donc, ça, c'est sûr que c'est un avantage. Dans le cas d'un endroit qui est peu peuplé en arbres, c'est sûr que ça va donner un impact visuel immédiat. Bien, je prends ici l'exemple du quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Bien, on voit sur la photo de gauche en haut, sur la partie gauche, bien, on voit les gros arbres. Ça, c'était des 35 cm de diamètre qu'on avait amené de Toronto, vers là, d'une ancienne pépinière. Et puis donc, on voit l'impact. La photo de droite, en arrière-plan du côté gauche, l'impact de ces gros arbres-là. Ils voulaient quand même avoir quelque chose minimalement à court terme. Donc, les architectes insistaient beaucoup là-dessus et la Ville de Montréal.
Mais c'est sûr que parmi les inconvénients, c'est des processus, comme je disais, qui sont très complexes. Ça prend une importante planification et ça prend une étude préliminaire d'absolument toutes les contraintes, ce qui est quand même beaucoup de travail. Dans le cas d'un endroit qui est déjà peuplé en arbres, si c'est l'endroit que je vais amener les arbres au final, bien c'est sûr qu'en termes de paysage, ça ne change pas tant que ça. Donc, moi, une de mes employées disait, bien moi, je trouve que ce n'est pas très positif. Elle dit, oui, c'est plus favorable comme environnement, mais c'est moins positif. Mais s'il y avait un quartier qui avait peu d'arbres, elle dit, bien là, oui, c'est un bon bénéfice. Ensuite de ça, parmi les inconvénients, c'est sûr que pour les arbres, ce qu'on remarque, il y a plus ou moins 10 à 15 cm de diamètre. Le coût de transplanter un arbre versus d'en acheter la même grosseur en pépinière, s'ils ont moins de 10 cm, c'est plus rentable d'en acheter un neuf de la pépinière puis de le planter que de transplanter. Planter un arbre de 5 à 8 cm de diamètre, bien, ça nous coûte 350 à 500 €. Le transplanter, bien, il va nous coûter 700 à 400. Dans le cas des arbres, quand ça joue entre 10 et 30 cm de diamètre, bien, c'est sûr, sur le coup, quand je plante un plus gros arbre, oui, c'est le transplanter, oui, ça donne un effet immédiat. Mais si j'avais planté un plus petit arbre, le plus petit arbre sort de la pépinière, à moyen terme, il va le dépasser le plus grand. Ça, c'est ce qu'on remarque aussi avec le temps. Donc, ça devient plus mitigé entre le court terme versus le long terme. Puis, comme je le disais, bien, si ça a plus que 30 cm de diamètre de tronc, c'est très dispendieux. Donc, c'est sûr que ça, les sommes investies ne vaudront jamais la valeur de l'arbre. Ça, c'est clair. Pour finir, bien, nous, au Canada, quand même, on constate que, contrairement aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises spécialisées. Il y en a certainement une dizaine qui font ça régulièrement. Nous, au Canada, il y a peu de gens spécialisés, autant des professionnels que les entrepreneurs généraux. Comme je dis, c'est qu'il y a souvent des paramètres inconnus que même si on fait toutes nos études de contraintes avant, quand on creuse, on trouve encore des surprises. On peut avoir un excellent taux de reprise si on y met les moyens techniques. Comme je disais, c'est soit blanc ou c'est noir. On fait les choses sur toute la ligne correctement ou on ne les fait pas. Les coûts sont assez élevés, mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est que l'intérêt de la transplantation, ça ne se mesure pas seulement en termes de coûts financiers ou de valeur des arbres, c'est souvent une décision qui est de nature politique et d'opinion publique.